Bonjour et bienvenue sur Homo Ludens, le podcast qui libère le potentiel du jeu. Dans chaque épisode, un acteur du monde du jeu témoigne des bénéfices du jeu dans son domaine d'activité. Aujourd'hui, j'accueille Diane Desposito. Dans cet épisode, Diane nous présente une version particulière du jeu de rôle, le jeu de rôle grandeur nature. Ce type de jeu favorise l'immersion et les interactions entre les joueurs. Diane nous explique également comment le jeu de rôle grandeur nature peut être utilisé dans le monde du travail. Bonne écoute. Bonjour Diane Desposito. Bonjour. Bienvenue sur Homo Ludens. Est-ce que tu peux te présenter ? Alors, je suis issue d'une formation artistique. Donc, à l'origine, j'étais étudiante en arts plastiques à la Sorbonne et je me suis orientée très rapidement vers les nouvelles technologies, notamment la création de sites internet, d'expériences digitales interactives et les réseaux sociaux, où j'ai travaillé 4 ans pour Mazarine Group, qui est une agence digitale à Paris. J'ai ouvert une association qui s'appelle Créadvance, dédiée aux jeux de rôle grandeur nature et jeux de rôle sur table, dans laquelle je fais toujours des expériences interactives, donc liées aux nouvelles technologies, donc en rapport avec le jeu de rôle. Et aujourd'hui, en fait, je suis indépendante, donc graphiste et directrice artistique pour des plus petites entreprises de game design et de serious game. Et à côté de ça, je suis enseignante vacataire en créativité et innovation à l'IAE Gustave Eiffel à Créteil. Voilà. Et comment t'es venu cet intérêt pour le jeu ? Quand j'étais petite, c'est vrai que j'avais soif de jouer, donc disons que je jouais jamais assez. Je voulais toujours tout faire par rapport au jeu. Et donc, c'est parce que j'ai découvert que j'étais atteinte du déficit d'attention et j'étais hyper active. Et donc, trouble attentionnel à l'école qui faisait que j'arrivais pas à suivre une personne qui parle pendant très très longtemps. C'est-à-dire les méthodes d'apprentissage passif n'étaient pas adaptées à ma personnalité, on va dire. La seule chose qui arrivait à capter mon attention, c'était le jeu. Donc voilà d'où vient mon intérêt. Et c'est comme ça que j'ai décidé de concevoir des outils beaucoup plus fluides d'apprentissage, notamment pour l'université aujourd'hui dans laquelle j'interviens comme enseignante, qu'on appelle neuro-ergonomique, c'est-à-dire adapté au cerveau humain et qui utilise tout type d'intelligence, c'est-à-dire pas uniquement cognitif, mais aussi sensoriel et émotionnel. Donc toutes les capacités du corps humain pour retenir des informations, apprendre et progresser. Voilà. D'accord. Alors le sujet que j'aimerais aborder avec toi, ce sont les jeux de rôle grandeur nature. Est-ce que tu peux nous dire en quoi ça consiste ? Alors un jeu de rôle grandeur nature, donc c'est un jeu qui va plonger des participants dans un univers imaginaire. Cet univers contient un scénario, donc avec un fil conducteur, qui contient également des enquêtes à résoudre. Il peut y avoir aussi de l'action physique ou pas, ça dépend. Quoi qu'il en soit, il va plonger les joueurs dans une situation totalement immersive, qui va être proche du théâtre d'improvisation. Sauf que la différence, c'est que dans ce cas précis, il n'y a pas de public qui va assister de manière passive à la scène. C'est vraiment dans un cadre privé, hein. Les parties se passent en huis clos, dans un cadre dédié, pour garder cette complicité et cette aisance auprès des joueurs, qui justement ne sont pas des comédiens professionnels. On peut comparer ça à un grand Cluedo géant ou un escape game, hein, qui sont assez à la mode de plus en plus aujourd'hui. Il va y avoir des petites fiches aussi de rôle que les personnages vont jouer, donc avec des missions individuelles, mais aussi collectives. Donc ça peut être du jeu collaboratif, enfin coopératif, mais aussi totalement, comment dire, ça peut mettre les joueurs en opposition. Et elles sont distribuées en début de partie. Voilà. D'accord. Et comment as-tu découvert le jeu de rôle grandeur nature et son utilisation dans le monde du travail ? Alors la première fois que j'ai fait du jeu de rôle grandeur nature, déjà ça n'a pas commencé directement avec le jeu de rôle grandeur nature, ça a commencé avec le jeu de rôle sur table. C'est quand j'étais à la fac, voilà, il y avait une association qui était venue pour nous faire tester. J'avais beaucoup apprécié parce que ça faisait travailler l'imagination,
ça voilà, ça changeait vraiment du quotidien ou des autres jeux de société que j'avais pu tester ou des jeux vidéo. Voilà, donc c'est vraiment commencé à la fac et bah, forcément dès qu'on met un pied là-dedans, et dès qu'on commence à rencontrer pas mal de joueurs, il y en a, qui sont venus me voir en me disant: «Bah, moi je fais du jeu de rôle grandeur nature, si tu veux tester également, il te faut un costume». Donc voilà, je suis allée acheter mon premier costume au marché de Pontoise à l'époque et j'avais commencé par du médiéval fantastique. C'est ce qu'on retrouve le plus, hein, on va dire en termes de voilà, de quantité de scénarios en grandeur nature, on en a pas mal. Et par rapport au monde du travail donc, bah, il s'est avéré qu'il y avait pas mal de joueurs en loisirs qui, heu, avaient envie, de faire connaître leur passion à leur entreprise ou leurs collègues et c'est comme ça que j'ai été en contact avec des personnes, qui m'ont fait comprendre, bah, que c'était tout à fait possible et qu'on pouvait faire, des scénarios ou des sessions, en rapport avec voilà, le monde de l'entreprise. Donc c'est pas il y avait des petites variations bien sûr, mais voilà, c'est compatible. Mmh. Bah, justement, quels sont les éléments qui vont changer entre une partie pour s'amuser en loisir et une partie en entreprise? Alors, bah, j'ai un très bon exemple. J'ai un ami, qui s'appelle Cyril et qui a décidé de monter une activité, avec, d'autres personnes, qu'il a rencontrées dans ce même cadre, qui s'appelle AskNat et en fait, ils mettent en avant, ce qu'on appelle les soft skills, des participants. Ça permet de révéler à la fois, les compétences naturelles de chacun, ça permet de mettre en place des systèmes de formation, de créer un peu de compétition, de créer de la cohésion, dire tous les capacités, qu'on peut retrouver dans des team building et là, ça va être dans un cadre, très ludique, très immersif, avec des costumes, avec des voilà. On va retrouver ce qu'on a dans du jeu de rôle grandeur nature, on va le retrouver dans ces scénarios-là, heu et les gens s'amusent beaucoup. Vraiment, on n'a pas l'impression de faire un team building classique, parce que la différence, c'est que là, on est vraiment plongé dans un scénario où, chacun joue un personnage, ce qui est pas forcément le cas dans un team building classique. Mmh. Est-ce qu'il y a d'autres thèmes qui peuvent être travaillés, lors de ces sessions de jeu? Tu nous as parlé du team building et de la révélation des compétences des joueurs. Est-ce que d'autres thèmes peuvent être aussi abordés lors d'un jeu de rôle grandeur nature en entreprise? Oui, en fait, il y a des combinaisons assez illimitées. Je donne un exemple, j'avais créé un jeu de rôle pour Mazarine justement, mon entreprise dans laquelle je travaillais avant, où j'avais fait un thème, assez bucolique, avec, un château, un chat châtelain, des habitants dans une ville et cetera qui avaient un talent particulier, voilà, ça c'était le scénario et en fait, j'avais intégré justement, ce que pouvaient être ces talents-là, qui étaient liés justement plus directement à l'entreprise. Donc le contexte avait complètement changé, ce qui a permis aux personnes comment dire, de raisonner différemment, à partir du moment où on est dans un contexte complètement différent, qu'on sort en fait d'un cadre, il y a des compétences, des capacités naturelles des joueurs qui vont ressortir. Et à l'inverse, on va développer des méthodes d'apprentissage ou voilà, de challenge qui vont enfin qui vont être de plus en plus originales et qui va voilà, permettre de trouver des nouvelles situations, des nouvelles possibilités dans ce cadre. C'est vraiment une nouvelle culture en fait, culture d'entreprise, j'entends. Comment se déroule une session de jeu, du coup? Bah, c'est simple, en fait, on leur envoie une documentation en avance, donc les règles du jeu, le contexte et le rôle des personnages. Il y a les organisateurs qui vont être là pour, équiper les joueurs et lancer le scénario. Les orgas vont modérer ou booster le jeu selon les actions des joueurs, donc on va vraiment les suivre en temps réel par rapport au scénario joué et donc tant que le jeu est fluide, on n'intervient pas et s'ils n'arrivent pas à résoudre leur quête, on va les assister, on va les aider en leur donnant des indices et voilà, à la fin, il y a un débriefing pour les quêtes qui n'ont pas été résolues, voilà. D'accord. Et en amont, est-ce qu'il y a beaucoup de travail de préparation pour mettre en place une session de jeu de rôle, grandeur nature? Ça dépend si c'est un jeu qui est réalisé, sur mesure, où là, on va écrire, tous les rôles en fonction des profils des personnages ou si c'est un jeu, qui va être,
rejoué plusieurs fois dans plusieurs entreprises différentes, ou même plusieurs associations différentes. Hem, Où là, ça va être des rôles qui vont être préécrits, en fait. Donc c'est pas le même investissement, c'est pas le même coût en termes de voilà, d'énergie déployée, de matériel, il y a plusieurs, façons de faire, en fait. Mmh. Et généralement, combien de personnes peuvent participer à une session de jeu de rôle grandeur nature? Bah, ça dépend, des objectifs visés. C'est-à-dire que si, on souhaite un huis clos où il y a beaucoup de jeux de diplomatie, beaucoup d'interactions entre les personnages, mieux vaut qu'on soit entre guillemets «le moins nombreux possible». Jusqu'à 12 joueurs, c'est assez, on va dire confortable. Mais si on commence à faire, à dépasser 20 personnes, là ça devient plus difficile de suivre personnellement chaque personne, chaque participant. Ça devient des jeux de ce qu'on appelle de groupe. Voilà, il va y avoir des groupes qui vont être opposés les uns avec les autres ou alliés, ça dépend. Ça va être des factions et là on rentre dans du jeu de rôle grandeur nature de plus grande envergure. Ça, mon association le fait pas encore en tout cas. Mmh. D'accord. Mmh, tu nous as pas mal parlé de l'intervention de l'organisateur ou l'animateur. Hem, donc c'est quelqu'un qui intervient régulièrement lors de la partie pour, guider les joueurs. Est-ce qu'il fait d'autres choses, enfin, est-ce qu'il faut aussi, beaucoup d'animateurs du coup pour suivre autant de personnes ou combien vous êtes? Alors on n'a pas les mêmes postes. Pour un exemple d'une partie de 12 à 15 joueurs, on va avoir, un organisateur qui va s'occuper spécifiquement du scénario, donc de la ligne, scénaristique et suivre, ce que va faire chaque personnage. Donc les personnages un personnage quand il résout une quête, il va voir leur gars majeur et il va dire: «Voilà, j'ai réussi cette quête». On va valider ou invalider en fonction de ce qu'il a fait. Donc ça, c'est une personne qui va particulièrement s'occuper de ça. Si on est très sollicité, on va devoir doubler le poste. Et ensuite, il y a des postes autres, comme par exemple la logistique, le réassort, c'est-à-dire que si on doit vérifier les changements de matériel, s'il y a des transformations en termes de décorum dans le courant de l'après-midi ou de la soirée. Euh, et en dernier, on va avoir ce qu'on appelle des PNJ, donc ça va être des personnes qui vont incarner des rôles, qui vont pas faire partie des joueurs, c'est plutôt ils vont être du côté orga, et qui vont gérer des instances de jeu, comme faire un monstre, faire un ennemi, faire voilà, un magicien, je sais pas, quelqu'un qui a un pouvoir spécifique et qui intervient qu'une seule fois ou deux, voilà. Et comment gères-tu les participants qui ont un peu des réticences à incarner un personnage, à jouer un rôle? Alors c'est vrai que ça arrive assez régulièrement, notamment les personnes qui n'ont jamais fait de théâtre ou qui sont timides, et c'est là où on se dit, ben, ça peut aider aussi à gagner confiance en soi, hein, finalement, de faire du jeu de rôle. Donc on a des rôles qui sont ce qu'on appelle plus light, donc ça va être des rôles qui nécessitent très peu de costumes, très peu de roleplay, qu'on va proposer à ce type de joueurs justement qui sont assez réticents, où ils ont voilà moins de choses à faire et s'ils ne participent pas, voire enfin peu, voire pas du tout, ça n'impacte pas énormément le scénario. Et à l'inverse, s'ils veulent finalement se lâcher, c'est tout à fait possible. Et là, ils peuvent rejoindre les quêtes des autres. Mais ils n'ont pas de rôle majeur justement pour pas bloquer le jeu s'ils sont un peu dans la difficulté. Et si jamais ce n'est pas suffisant, on leur propose de faire PNJ, donc accompagner les organisateurs qui vont faire des rôles ponctuels pour quand même participer. Et vraiment, si ça non plus ça fonctionne pas, ils peuvent être juste public passif, mais dans ce cas-là, il faut pas qu'ils interviennent pour déranger les joueurs pendant la partie. Alors, comment est-ce que les participants peuvent transférer ce qu'ils ont appris lors du jeu, dans leur contexte professionnel? Euh, alors déjà, il y a deux plans. Je dirais qu'il y a deux, voilà, il y a deux plans. Le premier plan, ça va être le plan personnel, donc tout ce qui est confiance en soi, oser, être capable justement d'être force de proposition, de s'affirmer. Ça, c'est vrai que en termes de leadership, ça peut être réimplémenté par la suite. Euh, la deuxième chose, ça va être les outils de formation qu'on va implémenter dans le scénario. Ça peut être du management, voilà, de la cohésion, collaboration. Ça peut être aussi des process, des mécaniques, voilà, de construction de différents process. Donc dans tous les cas, s'ils ont réussi à le faire une fois pendant le jeu,
ça veut dire qu'ils ont les capacités. Donc déjà, ça veut dire que c'est pas un problème de compétence et que ça peut tout à fait être mis en place par la suite. Donc c'est en ça que les jeux de rôle sont assez performants et assez efficaces en termes de résultats. Et est-ce que la session de jeu est filmée? Est-ce qu'il y a des passages qui sont montrés aux joueurs pour le montrer en quoi est-ce qu'ils ont utilisé telle compétence, par exemple? Oui, en tout cas pour le banquet de Monsieur N, donc le premier jeu de rôle que j'ai écrit, on a fait carrément un long métrage, donc de 1 heure et demie, où ça ressemble vraiment à un film. C'est-à-dire qu'on avait un vidéaste qui est intervenu très régulièrement, pour filmer les résolutions de quêtes, la progression du jeu sur toute la journée, sachant que le jeu avait duré vraiment, voilà, fin de matinée jusqu'en fin de soirée, et on a fait un gros montage. Donc là, c'était vraiment un gros travail de montage et de réalisation qui a permis aux gens de se voir en fait en vidéo. Et on sait très bien que quand on se voit en vidéo faire quelque chose, on apprend des choses sur soi-même. Et voilà, la vidéo est un outil très utile. Euh, c'est peu utilisé dans le cadre associatif où là on a plutôt des photographes, sachant que bien évidemment les photos dans tous les cas sont les bienvenues, hein, pour les souvenirs. Mais la vidéo est un outil très très puissant pour analyser ce qui s'est passé en fait après coup. Alors là, tu nous as parlé d'un jeu de rôle grandeur nature qui dure une journée. Est-ce qu'il y a des sessions qui sont plus courtes parce que des fois Bien l'entreprise sûr. n'a pas forcément une journée à consacrer? Bien sûr, là c'était un jeu de rôle qui avait été écrit 1 an en avance. Enfin, c'est-à-dire que c'était une grosse date, un gros événement pour le coup. Mais on a des sessions qui durent 2 heures, hein, il n'y a pas de souci. D'accord. Après, c'est dur de faire moins de 2 heures parce qu'on n'a pas le temps de se mettre vraiment dans l'ambiance. Ouais, ouais, je comprends. Est-ce que tu pourrais nous donner des exemples de jeux de rôle grandeur nature qui ont été utilisés en entreprise, nous parler un petit peu du scénario et peut-être des exemples de quêtes que les gens ont à résoudre? Oui, la plupart, ce sont des quêtes diplomatiques, des quêtes voilà, relationnelles, ou des recherches qui vont être avec beaucoup de documents à mettre en place, à associer. C'est ce que fait notamment l'association Insight, donc avec les jeux format court GoPlay. Donc pareil, c'est des formats de 2 heures. C'est une association qui vient de Rouen et qui intervient dans la France entière avec voilà, tout leur matériel qui en plus est technologique, c'est-à-dire qu'ils vont avoir des objets à proposer aux joueurs, des baguettes magiques interactives qui ouvrent des objets. Donc ça va vraiment solliciter la créativité et l'imagination des joueurs pour pouvoir résoudre des énigmes avec des objets dont ils n'ont pas usage d'habitude. Donc ça va les sortir de leur zone de confort. Et ça c'est assez prisé, déjà parce que c'est assez attractif, c'est original, et donc c'est souvent sollicité par les entreprises justement qui aiment les nouvelles technologies notamment. Est-ce que peut-être tu peux nous raconter l'introduction à un scénario d'un jeu de rôle grandeur nature pour qu'on s'imagine un petit peu dans quel univers est-ce qu'on pourrait évoluer? Oui, bien sûr. Bah, je vais donner l'exemple de Corpus Genesis. Donc, c'est l'univers que développe mon association depuis 2011. C'est un monde dans le futur. Donc, ça se passe sur Terre, hein. Et en fait, on est tous projetés dans le futur. Euh, et on doit bah, faire avec la culture, la politique, le monde, voilà, les nouvelles races, etc. Et donc, l'un des scénarios qu'on propose, c'est deux clans, deux factions. La première, ce sont des personnes qui se sont fait rejeter de leur société et qui se retrouvent à devoir créer un groupe isolé dans la montagne pour pouvoir survivre, et qui rencontre un autre groupe qui lui est présent depuis très longtemps dans les environs, qui connaît bien la faune et la flore du coin, et ils doivent collaborer ensemble, mais ils ont des différends à résoudre avant. Voilà, donc ça c'est un scénario qui fonctionne très bien puisqu'il y a des difficultés à résoudre en amont avant que les deux clans puissent collaborer. Voilà. Et on a souvent de bonnes surprises. La partie, on l'a joué plus d'une centaine, peut-être pas une centaine, une quarantaine de fois, et, euh, et on n'a jamais le même résultat. Ouais.
Merci. Quel conseil pourrais-tu donner aux personnes qui souhaitent développer un jeu de rôle grandeur nature dans leur entreprise? Ça dépend de l'expérience qu'ils vont avoir par rapport à ça. S'ils ont juste une expérience de joueur, c'est plus facile pour eux de s'associer avec une association ou un orga qui a déjà conçu des jeux de rôle grandeur nature. Et voilà, surtout de pas faire ça seul, parce que on a toujours besoin d'une expertise extérieure pour pas trop avoir la tête dans le guidon et que rien ne puisse nous échapper. Puis il y a rien de plus traumatisant que de rater son orga de GN, euh, parce que c'est chronophage et ça demande beaucoup d'énergie. Donc la seule réponse qu'on a, ça va être la satisfaction des joueurs au-delà des bénéfices financiers. C'est vraiment la passion qui est mise en avant et voilà, ne pas faire ça seul, c'est le conseil principal que je donnerais. S'associer avec une personne qui en a déjà fait, c'est le plus important. Donc nous arrivons aux dernières questions. Y a-t-il un jeu que tu souhaites nous recommander? Du coup, voilà, je vais pas faire ma pub, mais l'association Créadvance qui organise donc les différentes murder parties et huis clos Corpus Genesis est adapté à tout type d'envie et de profil. Donc nous, on fait du futuriste et on va faire un peu aussi de post-apocalyptique. Mais pour les personnes qui aiment la magie, qui aiment l'univers Harry Potter, etc., je conseillerais plutôt justement GoPlay. Et ensuite, il y a tout un tas d'associations qu'on peut trouver sur la FEDGN. D'accord. Connais-tu une personne qui utilise le jeu dans son activité professionnelle et dont tu aimerais entendre le témoignage dans un prochain épisode? Du coup, AskNat, donc ASK plus loin NATH, c'est pour moi une interview que j'aimerais bien écouter puisque je dirais, c'est un peu la success story de fans de jeux de rôle grandeur nature qui ont réussi à se professionnaliser. Et ça, c'est assez intéressant à écouter comme expérience. D'accord, merci beaucoup. Si on souhaite en savoir plus sur toi, ton travail, sur le jeu de rôle grandeur nature, où est-ce qu'on peut s'informer? On peut me contacter directement sur LinkedIn à Diane Desposito ou sur Facebook, donc venez en me parler, n'hésitez pas, à DAI Genesis, DAI tréma plus loin Genesis, Genesis. Sinon, on a un site internet avec mon association qui est corpusgenesis.com, donc corpusgenesis.com. Voilà. Voilà, je le mettrai dans la description de l'épisode pour ceux qui sont intéressés. Merci beaucoup, Diane Desposito. De rien. À bientôt. À bientôt. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous avez aimé, abonnez-vous sur votre plateforme de podcast préférée. À dans 2 semaines pour un nouvel épisode.